Digital Studio Talk Show. Digital Studio Talk Show. Bienvenue à une nouvelle émission du Visual Studio Talk Show, le podcast où on discute d'architecture logicielle avec la plateforme Microsoft. Je m'appelle Mario Cardinal et avec moi Guy Barrette. Hey, salut Mario, comment vas-tu? Je vais très bien. On a un très bel automne au Québec. Le mois dernier, quand on enregistrait, on faisait peur qu'il faisait extrêmement chaud. Et bon, c'est un peu plus froid, là. On est rendu quand même au mois d'octobre, mais les feuilles sont encore presque pas de feuilles au sol, donc on est presque un mois plus tard qu'en temps normal. Donc ceux qui nous disent toujours que le réchauffement de la planète c'est pas vrai, faudrait qu'ils viennent au Québec, ils verraient que les hivers rapetissent. Personne s'en plaint, hein? On n'est pas malheureux. Ah, c'est pas moi qui va me plaindre, non. Donc, mais effectivement, là, les feuilles quand même commencent à rougir, là, ça c'est bien. Là. On va profiter de se faire ce qu'on appelle les couleurs. Puis, mais à cet ainsi d'année, dans le passé, les feuilles étaient déjà toutes au sol, puis là, bon, on en a plein. Donc, tant mieux, on en profite. Guy, oui. On n'a pas un invité avec nous aujourd'hui parce que c'est un enregistrement qui est préalable qu'on a fait au mois de juillet dernier lors de la conférence DevTeach. Donc, ouais. J'avais eu la chance de rencontrer Sébastien Doucet. Puis, j'avais enregistré avec lui un podcast sur l'utilisation de TypeScript chez Ubisoft. Sébastien travaille chez Ubisoft. Puis, il a gentiment accepté de nous parler de son framework web qu'il fait avec TypeScript, puis de son expérience pratico-pratique avec TypeScript. Puis, c'est ce qu'on va vous présenter à l'instant, là, cet enregistrement-là. Le mois prochain, on va avoir un invité avec nous, donc on va pouvoir... Guy, tu vas pouvoir être plus actif dans la conversation. Oui! On est sans plus tarder, on écoute l'entrevue avec Sébastien. Je suis avec Sébastien Doucet. C'est la conférence DevTeach à Montréal. On est en plein milieu du mois de juillet et Sébastien a gentiment accepté de faire un podcast avec moi pour parler de framework applicatif, entre autres d'un framework applicatif dans lequel il est impliqué. Donc la formule, bonjour Sébastien. Bonjour. On va commencer par les présentations. La formule d'émission c'est toujours la même. On essaie de te présenter pour que les auditeurs aient une meilleure idée de qui tu es. Puis après ça, on parle plus du sujet. Tout à l'heure, en discutant, tu m'expliquais que toi, tu as découvert l'informatique sur le tard. C'est-à-dire que tu as fait un diplôme en agriculture. Oui. Donc littéralement, tu es allé à l'université, même en agriculture. Oui. En fait, j'ai commencé à travailler à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt en France. C'est une administration qui distribue en fait les primes, les aides européennes aux agriculteurs. Et en fait, il y a des dossiers en fait qu'on doit valider. Il y a des gros process et j'ai commencé à vouloir optimiser tous ces process et à vouloir optimiser tous ces process de validation. Et du coup, c'est comme ça que j'ai commencé. Donc, maintenant, tu vis dans la région de la ville de Québec, donc ouais. Tu vis dans la province de Québec, au Canada, mais tu es né en France ouais. de façon... Et tu étais sûrement pas basé sur Paris à ce moment-là, tu étais en non, région? J'étais en région, j'étais du côté de La Rochelle. La Rochelle? Ouais. Est-ce que c'est dans cette région-là même que tu es né ou... Oui, je suis né dans cette région-là. Puis donc, tu as fait un diplôme en agriculture, tu travailles en agriculture, et un jour, tu découvres l'informatique. C'est ça. Ouais. J'avais même pas Internet, en fait, trop à l'époque. J'ai carrément... Je passais par les livres beaucoup, puis j'écrivais n'importe quoi à l'époque, hein, ça je m'en souviens. Quand tu t'écrivais du code, ouais. Donc t'as commencé à programmer avec... C'est ça. J'ai commencé pas mal aussi à programmer en fait avec des livres, et puis j'avais pas Internet chez moi. Ton premier ordinateur, c'est quoi? Moi, j'étais très tardif, donc c'était un Dell. J'avais quand même 512 de RAM, là, c'était donc un Dell, puis un PC très classique. Ouais. Puis les premiers langages avec lesquels tu programmais? En fait, j'ai commencé avec VBA, ensuite je suis passé à VB, ensuite j'ai été du côté de Java. Ensuite, quand j'ai eu travaillé un peu avec Java, j'en ai pas mal, on va dire, ça a été pas mal laborieux à l'époque d'importer toutes ces librairies. Je suis passé à C#, là c'est devenu tout facile.
Mais l'outillage, du côté Java, en tout cas, c'est mieux aujourd'hui, mais il y était un temps où c'était... Ah oui, c'était horrible, ouais. Surtout quand on venait d'un monde Microsoft et qu'on s'embarquait, moi j'ai fait ce chemin-là aussi, on regrettait l'outillage que Microsoft nous fournissait, puis souvent même moi, à l'époque je faisais du Java, mais j'utilisais plus J++, l'environnement de Microsoft, et à la fin je faisais juste recompiler. JBuilder, c'était lui qui marchait mieux. J'avais essayé d'utiliser l'environnement de Sun, je sais plus comment il s'appelle. C'était lourd, mon PC, il était planté, c'était fini. J'ai désinstallé ça vite. Donc, tu fais de l'informatique pendant quelques années et à un moment donné, tu décides d'émigrer au Canada? En fait, ouais, j'ai décidé d'émigrer au Canada, puis ça se passait pas bien. Du coup, je me suis trouvé une première job officielle en tant que programmeur à Paris. Mm-hmm. J'étais j'étais embauché en tant que programmeur officiellement. Là où je travaillais avant, j'étais pas directement programmeur, même si j'ai laissé beaucoup de jobs aux programmeurs qui étaient là où j'étais. Puis c'est ça, du coup le temps de faire les papiers d'immigration, j'ai travaillé à peu près 1 an et demi, 2 ans à Paris. En fait, c'était drôle parce que là-bas je suis arrivé, puis je devais être un des premiers à remplacer en fait une société de service. Mm-hmm. Puis là je me suis dit c'est cool, je vais apprendre plein de trucs, ça va être génial. Puis en fait j'étais très déçu là, souvent c'est la réalité avec les entreprises de service, hein. Est-ce que c'est quand tu étais en France que tu as commencé à travailler pour Ubisoft? Parce qu'aujourd'hui, tu travailles pour Ubisoft. Donc, tu émigres et est-ce que t'as immédiatement été vers la ville de Québec ou... En fait, moi, j'immigrais pour rejoindre ma blonde ici, la petite du côté de la Pocatière, mais du coup, la Pocatière, Québec, c'est le plus proche pour trouver un travail dans l'informatique. Donc, ta blonde, est-ce qu'elle est québécoise? Oui, ma blonde est québécoise. Donc, tu l'avais rencontré les études ou autre chose? C'est ça, je l'avais rencontré par chez nous. Vu que moi je travaillais dans l'administration, on avait comme une espèce de resto administratif. C'est là-bas qu'on s'est rencontrés. Elle travaillait pour les assurances. Voilà. Puis là, à un moment donné, tu te dis, bon, qui prend femme prend pays? Je sais pas si c'est l'expression que je dis, mais en tout cas, t'as décidé de faire le saut. Disons qu'elle avait sa fille. Donc, ça pouvait pas non plus changer. C'était plus difficile pour elle d'émigrer à La Rochelle que pour toi. C'est ça. Puis, bon, Québec, c'est une belle place pour vivre, hein? Ouais. Donc, tu immigres sur Québec et donc tu as un moment donné t'es engagé chez Ubisoft. Ça fait combien d'années t'es chez Ubisoft? Ça fait 8 ans. 8 ans. Ça va faire 8 ans bientôt. Puis et une des choses ici à la conférence, moi c'est ce qui m'a intrigué, c'est que tu fais une conférence sur TypeScript. Et ton expérience, justement, à utiliser TypeScript pour créer des frameworks qui sont utilisés chez Ubisoft. Puis ça m'a amené à me dire, hey, on pourrait peut-être faire une émission sur les frameworks applicatifs. On en a jamais fait. Puis expliquer un peu, c'est quand même une réalité, là. Il y a presque personne dans l'entreprise qui se crée pas un framework qui est absolument lié à son domaine métier. Il y a souvent des frameworks c'est plus techniques comme course d'accès aux données, ces choses-là, mais on a souvent un framework très métier. Dans votre cas, vous, votre framework chez Ubisoft, il doit être lié au domaine du jeu, j'imagine? Il est pas mal lié, en fait, oui. Il est lié au domaine du jeu dans le sens où on a des besoins au niveau des outils qu'on doit développer. Mm-hmm. Donc, en fait, c'est certainement relié dans ce sens-là, oui, c'est relié. Puis le framework dans lequel tu étais appliqué, si j'ai bien compris, c'est un framework qui existait en .NET puis que vous migrez tranquillement pas vite vers TypeScript, JavaScript? En fait, le framework à l'origine a été fait en fait pour essayer de résoudre un problème en fait de performance au niveau rendu. On était censé créer un outil en fait c'était comme l'outil qu'on était censé créer, c'était comme un Visio infini en fait à l'intérieur d'un browser. Et on savait qu'on avait un autre outil un peu du même genre en fait à refaire aussi par la suite, qui lui était plus un outil de map, un style de Google Maps. Puis les deux avaient beaucoup de points communs dans le sens qu'on avait des éditeurs où on voulait dessiner des choses dans le browser, dessiner des géométries, drag and dropper des objets, puis on voulait que le tout soit real time, c'est-à-dire qu'on voulait une édition on passe pour des jeux qui roulent dans un navigateur web. C'est pour ça ou c'est vraiment pour... Non, c'est pour des outils qui permettent d'aider les jeux, en fait. Ah, ok. Donc, puis les outils sont web, forcément, parce que c'est facilement accessible. On est plus dans un mode d'aller vers... on essaye de migrer certains outils vers le web maintenant,
parce que oui, justement, là, c'est plus simple au niveau de tout ce qui est la mise à jour. On a aussi, c'est un peu une autre mentalité aussi. Donc, un des outils sur lesquels vous travaillez, c'était justement quelque chose qui ressemblerait plus comme à une cartographie pour faire du rendu visuel. En fait, l'outil en soi, ça nous permet en fait de visualiser toute la carte du jeu. Là, en fait, on est rendu avec de plus en plus des jeux open world, ce qui fait qu'en fait ces jeux-là sont immenses. On doit gérer ils doivent gérer en fait des zones de loading, ils doivent gérer savoir comment gérer en fait les missions, les choses comme ça. Donc quand t'as la carte du jeu, c'est un peu comme si t'avais le backlog. Si on le reprend dans une approche plus agile, ton backlog c'est la carte du jeu, puis vous cherchez à implémenter toutes les fonctionnalités de la carte du jeu. Il y a les directeurs level design et tout, ça leur permet de dispatcher le travail à leur game designer, à leur level designer, et eux, ils peuvent comme dire, là, je vais mettre ici, genre, une mission, je vais faire telle chose dans ce coin-là, là, il y a tant d'animaux qui vont spawner, et à ce moment-là, ils peuvent comparer avec ce qu'ils ont fait réellement dans le jeu, ils peuvent voir la progression où ils en sont, ils peuvent aussi se dire, tiens, là, il y a beaucoup de stock, c'est pour ça que c'est lent, c'est pour ça que les FPS drop à cet endroit-là. Et ils peuvent, FPS pour frame per second, les frames par seconde. Et donc ça leur permet vraiment de gérer en fait le contenu du jeu. Donc grosso modo, ce que vous faites, c'est un peu comme une représentation virtuelle de la vraie application qu'elle est développée pour une plateforme, que ce soit PS, PlayStation ou Xbox. Mais c'est une représentation virtuelle qui remonte un peu tout le plan de jeu et sur lequel vous êtes capable d'assigner comme du travail. Donc ça devient un peu comme un plan de travail pour les équipes, pour les développeurs. C'est ça. OK. Puis vous avez tout fait ça en web et grosso modo, toi, tu t'es développé beaucoup d'expertise sur TypeScript ces dernières années. C'est ça. On est parti en fait d'une application qui était desktop à l'origine. C'était en WPF. Ça utilisait ArcGIS. OK. Puis quand on a commencé en fait l'immense visio là dont je parlais tout à l'heure, on a commencé en fait c'était dans les débuts pas mal dans les balbutiements de TypeScript. En fait, j'avais déjà essayé sur un autre projet TypeScript, mais ça marchait pas très très bien encore. Ouais. Et là, c'était devenu de plus en plus stable. Du coup, on l'a choisi parce que j'ai toujours trouvé en fait que TypeScript apportait ce qui me manquait au JavaScript. Ouais. Et on a choisi ça, on était tous d'accord, on était tous, la plupart des programmeurs, disons des full stack C#, SQL Server, JavaScript. Et il y avait aussi un ou deux programmeurs qui étaient 100% WPF avant. Et du coup, TypeScript, c'était comme vraiment le langage qui nous attirait tous. Donc là, vous avez commencé à refaire cette application-là tout en format web. C'est ça. Et donc le framework dans votre organisation, il s'appelle Aeon. Ouais. Puis donc là, c'était plusieurs mois de travail, j'imagine. Ouais, en fait, moi je pense au total, ça fait 3 ans qu'on est là-dessus. Mais en fait, ça fait pas 3 ans qu'on travaille sur le produit de cartographie, mais disons qu'on avait commencé avant, mais disons que tout ce qu'on avait commencé avant, on l'a pas perdu quand on est passé sur l'autre produit. Et puis aujourd'hui, on est en mode de réutilisation sur d'autres produits. Je suis en train de travailler aujourd'hui je suis à cheval sur un autre produit pour pouvoir aussi mesurer en fait un produit qui permet d'analyser les statistiques de performance du jeu. Parce que un des problèmes que vous viviez, c'était beaucoup des enjeux de performance au niveau. Oui. En fait, l'outil de map, comme l'outil d'avant, on avait des requirements très très élevés au niveau du nombre d'items qu'on voulait afficher. Vu que, pareil, il y a une des vieilles productions, sur le tool WPF, ils sont montés jusqu'à 100 000 objets qui venaient du jeu. OK. Donc 100 000 objets qui étaient renderés dans la map. Ça fait pas de sens non plus, parce que 100 000, on est incapable de voir ça sur un écran d'ordinateur. 100 000 objets juste différents. présenter, en réalité, il faut se préoccuper
des X objets qui sont visibles au moment, puis c'est comme une vue virtuelle sur les 100 000. Et le truc, c'est que quand même en web, du coup, on a quand même baissé beaucoup, parce que de toute façon, l'outil desktop, il y avait beaucoup de problèmes de performance. On était rendu à les 15-20 minutes de loading, à la fin, c'était ridicule. Mm-hmm. Mais parce qu'il y avait plus de maintenance non plus, mais il y avait comme aussi beaucoup de problèmes qui étaient compliqués à résoudre. C'est pour ça que ça a été refait refait à zéro, quoi. Et en fait, on est plus passé sur des requirements au début de 5000 items qu'on devait renderer visuellement, puis que fallait que ce soit fluide, évidemment, qu'on ait du level of detail, c'est-à-dire que quand on zoome, tout ce qu'il y a dans l'interface ce soit fluide, puis que ça change d'aspect suivant le niveau de zoom, toutes ces choses-là. Puis il y avait pas vraiment d'outils en fait qui nous permettaient d'avoir ce genre de performance en étant éditable aussi. Parce que l'aspect en fait qui vient vraiment poser problème, c'est que tout ça c'est éditable. La plupart des outils comme ça, c'est comme des choses qui sont déjà pré-mâchées, déjà des choses qui sont optimisées, des choses qui sont précalculées à l'avance, donc c'est très facile de renderer des tonnes d'objets. Mais quand tout est éditable, quand il y a de la transparence, des choses comme ça, c'est là que vraiment les réels problèmes arrivent. Okay. Et mais on a réussi du coup à pas mal résoudre pas mal de problèmes. On est rendu à rendre 20 000 items. Comment vous faites votre affichage? C'est comme du 3D sur web que vous faites? On fait on render la map en WebGL. En WebGL? Ouais. Et nos éditeurs sont HTML. OK. Ce qui fait que tous nos petits éditeurs viennent se poser au-dessus du WebGL. Puis c'est là que notre framework, lui, vient totalement abstraire, en fait, c'est quoi tu écris. Quand tu écris un objet, qu'il soit rendu en WebGL ou en HTML, c'est la même syntaxe. OK. C'est le même système d'events. Vu qu'en fait, à la base, on est obligé de faire tout ça pour WebGL. Au niveau des librairies WebGL, on en a essayé, mais il y en a aucune qui résolvait vraiment nos problèmes. Le problème, c'est d'afficher du texte. Afficher du texte, mais de façon performante, puis la plupart, je n'irai pas dans le détail, mais... Pourquoi c'est important d'avoir le rendu visuel de l'apparence de l'application pour afficher le texte? Est-ce que vous auriez pu faire le même genre d'application en disant, on montre pas pendant tout le parcours, puis on va juste mettre, on va se trouver une représentation virtuelle, un peu comme quand on fait un backlog en Scrum, grosso modo, on a des user stories, puis là, après ça, faut que les développeurs fassent le lien, que ça va être dans tel écran. C'est plus une mentalité côté Ubisoft, ou qu'on est plus dans un mode, là, tout est en fait orienté créativité, dans le sens que, en fait, c'est vraiment des choses qui ont été demandées par les level designers, et en fait ils avaient quelque chose qui fonctionnait avant d'une certaine façon. C'est sûr qu'ils voulaient aucune régression à passer en web. Ils voulaient en plus des améliorations, ils voulaient pas qu'on refasse un tool juste pour refaire un tool. Parce que cet outil-là, si je comprends bien, c'est votre outil qui sert à faire un peu le suivi journalier du travail. C'est suivi, mais c'est aussi du brainstorming. Ça leur permet aussi de développer des idées. Là-dessus, en fait, on va avoir des points d'intérêt qu'on va mettre, puis sur ces points, on va mettre des data, on va mettre genre une URL, on va mettre une vidéo YouTube, on va mettre une vidéo interne, on va mettre des liens, n'importe quoi, des commentaires, on va peut-être le flaguer comme étant là, à cet endroit-là, on va lier une tâche Jira peut-être avec ça. On va peut-être lier mais là, on parle d'utilisateurs qui ne sont pas des programmeurs. Là, on parle de level designer, on parle de game designer. C'est des gens qui sont plus des utilisateurs d'outils et c'est pas des programmeurs. Enfin, il y en a certains qui font du scripting, mais à la fin, ce que les autres font va devenir un intrant pour les programmeurs. Ou les programmeurs, leur intrant va être littéralement une liste de tâches qui vient de leur... Non, c'est vraiment un outil pour les game designers. Seront plus, c'est plus le métier de game designer qui est ciblé, de level designer. Okay. Donc c'est des gens qui vont comme poser des objets sur la map, puis il n'existe pas de produit commercial que tu peux acheter pour faire ça.
Parce que de toute façon, ça devient comme un avantage concurrentiel pour Ubisoft d'avoir ce genre d'outils-là. Puis vos compétiteurs se font probablement aussi des outils comme ça. Il existe certainement des outils de map, mais le truc c'est que dans tous ces outils de map, en fait, il y a beaucoup de choses au niveau de l'édition, au niveau nous on a beaucoup on a beaucoup de customisation sur certaines choses au niveau de l'édition, au niveau de ce qui est attendu, puis que il existe en fait beaucoup de team maps là. Il en existe beaucoup. On a nos maps sont d'ailleurs déjà rendus sur OpenLayer sur d'autres technologies, mais comme je parlais tout à l'heure, c'est vraiment notre avantage par rapport à ces outils-là, c'est d'être capable d'éditer dans des grosses volumétries de données, puis d'avoir cette espèce de structure en layer qu'on a avec on a comme des layers qui viennent se superposer, puis là, on va avoir un layer de mission, on va avoir un layer de là où il y a les arbres, des choses comme ça. Parce que j'imagine que ces gens-là, dans leur parcours, à un moment donné, ils ont fait du Photoshop, ils sont habitués de travailler beaucoup. En fait, à l'origine, c'était fait sur Photoshop, ces choses-là. Ah oui, c'est ça. D'où vient ce paradigme de couches qu'on superpose. C'est ça. Puis eux autres, ils veulent pouvoir afficher un layer, désafficher le layer, ils veulent que certaines choses, même si c'est dans un layer particulier, ils veulent que certains types d'objets se retrouvent toujours au-dessus. Il y a vraiment des mécaniques Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous avez abandonné Photoshop et vous avez dit, on va se faire un... C'est la collaboration. C'est juste la collaboration. Là, on a un outil qui est 100%, temps réel. C'est-à-dire, si moi je modifie quelque chose, on utilise c'est quoi? On utilise WebSocket. Ce qui fait que moi, si j'édite une shape, j'édite la couleur d'une shape, ça va tout de suite modifier la couleur chez toi immédiatement. Puis directement, quand moi je dessine sur ma map, tu vois les dessins que je suis en train de faire. Puis c'est vraiment un outil au sens que c'est quelque chose qui est utilisé pas par les développeurs, mais par vos game designers chez vous. Mais ça n'a pas comme mission de soit générer du code ou de devenir des librairies embarquées qu'on va mettre dans les solutions Xbox ou la solution Non. Parce que ça, ce code-là, il se sert d'intrant pour les développeurs qui vont créer ce code-là. Par contre, c'est probablement on peut revenir parce que quand on fait le code, on se rend compte que c'est trop lent. Là, on essaie de trouver des stratégies pour dire, comment je pourrais réduire le nombre d'objets. Puis là, les game designers doivent revenir. Eux autres vont travailler vont faire l'expérimentation, comme tu disais. Puis puis à partir de ça va réalimenter. Donc, parce que c'est toujours comme une espèce de boucle d'innovation, puis, donc, toi, ça fait combien plus qu'un an que tu travailles sur ce produit-là ou en fait, on a commencé le produit en 2015, je crois. Fin 2015. Donc ça fait déjà presque plus que 18 mois. Il est en production, il a été mis sur une production de jeu au mois de septembre l'an dernier. Et progressivement, on a eu de plus en plus de productions qui l'utilisent. Maintenant, je crois qu'on est rendu à 4-5 productions. Puis chaque production peut avoir plusieurs maps. Que ce qui est un peu triste pour toi, c'est que tu peux pas dire le super jeu que tout le monde achète qui est comme parce que c'est des je suis dans les crédits pareil. T'es dans les crédits pareil, mais parce que l'outil est utilisé. Donc je suis loin dans les crédits. Mais c'est pas grave, ça veut dire que presque avec le temps, la majorité des nouvelles productions que Ubisoft font, tu vas te retrouver dans les crédits parce que tu travailles sur cet outil-là. Mais je sais pas moi, j'ai plus tendance à dire que j'ai pas vraiment fait partie du jeu. Là. J'ai pas de. Je suis très content de travailler sur ces outils-là. Là. C'est quand même une section de Ubisoft, on va dire là. C'est pas une section fonctionnelle. On essaye de suivre un peu le rythme, mais les productions ont un autre rythme de vie différent de ce que nous on fait. Nous, on est plus en mode souvent, certains outils vont commencer, sur les productions. Il va y avoir c'est souvent le cas, d'ailleurs, ce produit-là, comme d'autres, il a commencé à être fait, c'est commencé à être une idée qui a été développée sur une production, puis là, les autres productions ont trouvé ça cool. Du coup, c'est notre équipe qui a repris ça, puis on l'a plus stabilisé, on l'a rendu plus générique pour que d'autres productions plus utilisent. Parce que toi, t'es dans l'équipe qui est basée à Québec, mais j'imagine que là, à ce moment-là, ton produit peut être utilisé par des équipes ici à Montréal. En fait, moi, mon équipe est principalement située à Montréal. Ah oui? Ouais.
je viens très souvent à Montréal. Mhm. Je suis souvent rendu ici. Et en fait, je disais, le technologie, je crois que c'est 300 personnes. J'espère que je dis pas de bêtises. Mais en fait, à Québec, on est une quinzaine maximum. Okay. Et on travaille pas mal tous avec des équipes de Montréal. Le groupe technologique de Québec se développe petit à petit. Là. Ça commence juste, mais... Puis ce groupe technologique-là, est-ce qu'il y a des ressources qui sont aussi soit sur la France ou... Ouais, on en a très peu ailleurs quand même. On a les testeurs qui sont pas mal en Bulgarie. Mm-hmm. Puis je crois qu'on avait un produit, je sais pas si on l'a toujours en France ou à Montpellier. Mais c'est pas mal concentré beaucoup à Montréal. En fait, à l'origine, c'est une initiative de Montréal, parce que Montréal est très très gros, là. Ubisoft Montréal, c'est une petite ville en soi, là. Ouais. C'est quand t'as des productions qui ont comme budget 100 millions de dollars, c'est gigantesque, hein, comme. Ouais. Donc Ils ont un potentiel d'innovation qui est énorme, puis c'est ça. Nous après on exploite ça derrière, ce qu'ils ont fait. Puis l'outil sur lequel tu as participé, j'imagine pour Ubisoft, ils vous laisseraient pas dire on va sortir ça open source à l'extérieur parce que ça devient un avantage concurrentiel pour Ubisoft. Ouais, en fait le truc c'est qu'Ubisoft en soi a jamais vraiment fait d'open source parce qu'il n'y a pas eu vraiment d'occasion de faire d'open source non plus là. C'est sûr qu'Ubisoft va pas publier ses pipelines de jeux ou ses outils de jeu, ça c'est sûr. Mais en fait il y a comme un mouvement peut-être qui est en train de se mettre en place là. Moi je peux rien promettre sur c'est quoi le résultat que ça va donner au final, mais il y a des essais qui vont se faire. Je sais même pas si c'est pas commencé en fait, sur des projets qui vont petit à petit essayer de se mettre open source. J'imagine comme par exemple avec les plateformes comme Unity, ces choses-là, donc à un moment donné il y a des innovations que tu peux faire, mais qui sont tellement pas un avantage concurrentiel, puis que tu veux pas tout payer le coût. Tu dis regarde, on va collaborer, puis on va. En fait, un pipeline de jeu c'est tellement gros qu'au final ils ont tellement c'est tellement d'énergie à devoir faire ce que fait une Unity là. Puis Unity est loin de pouvoir faire aussi des jeux comme Ubisoft le fait. Et donc, c'est ça. Mais bon, là-dessus moi je sais pas trop mon domaine. Je peux pas trop m'avancer là-dedans. Puis donc ce qui veut dire, donc tu as beaucoup dans les derniers mois expérimenté avec du code assez d'envergure en TypeScript. Ouais. On est rendu en fait la partie framework qu'on share en fait qu'on a l'intention qu'on a déjà commencé à partager mais qu'on veut partager à plus grande échelle. Celle-ci représente à peu près 65 000 lignes de code. Et puis au total le projet qui fait des maps du coup avec ça inclus ça fait 90 000 lignes de code. Donc quand tu dis share, parce que votre TypeScript il est en gestion de code source, c'est pas ça que vous déployez du JavaScript. Donc grosso modo est-ce que c'est vraiment le code TypeScript que tu partages avec d'autres équipes parce que c'est un peu comme un modèle open source mais interne. En fait c'est ça, on a en fait en ce moment une grosse initiative au groupe technologique de vouloir faire beaucoup d'inner source. On essaye de revoir nos process de développement pour inciter en fait chacune de ces équipes parce que c'est quand même beaucoup de programmeurs puis que tout le monde essaye de réinventer la route chacun de son côté, mais on essaye on essaye de vouloir en fait plus partager de choses entre nous. Et du coup on a commencé, en fait, on était tous sur Perforce. En fait, Ubisoft, c'était très Perforce. Ouais. Et on a commencé, en fait, déjà à aller sur GitLab. Puis, tout ce qui est projet web, déjà, ça fait beaucoup plus de sens. Ensuite, tout ce qui est projet C#, tout doucement, on a notre propre interne. On utilise Artifactory. Okay. Ça gère un peu tout ce qui est NPM ou Nugget. Et chocolaterie et tout un tas d'autres choses, package manager classique. Puis on a toute une infrastructure qui se met en place petit à petit justement pour inciter à l'inner source, puis inciter à se partager en fait de plus en plus ces choses, éviter de refaire. Puis est-ce que parce qu'on s'entend les programmeurs les autres qui font les applications, c'est pas en TypeScript qu'ils programment. Donc est-ce qu'il y a
sais, souvent, on vit ça dans les organisations où t'avais des développeurs qui sont plus hardcore, puis t'avais des gens qui faisaient des scripts en Python, puis là, les gens levaient un peu le nez en disant, vous faites juste du code scripté. Est-ce que vous vivez un peu la même chose en disant, vous faites juste du TypeScript, c'est pas comme nous qui faisons du C++ ou des choses de très bas niveau optimisées. Mais c'est sûr, les programmeurs Ubisoft les plus hauts, c'est ceux qui font, ces programmeurs engins, ces programmeurs. Mais sont-ils vraiment les plus hauts? Ce que tu fais, c'est quand même ça a sa complexité aussi. C'est des métiers différents, c'est sûr. Ouais. Ouais, c'est quand même disons que si moi j'avais été à l'école en informatique, c'est quelque chose que j'aurais été dans ce domaine-là. Mais non, c'est vrai que c'est totalement différent. Ils ont des scopes moins larges, mais plus c'est des maths là pour certains là, c'est vraiment des maths. Tout à fait. C'est impressionnant. Tandis que dans votre cas, à vous, c'est pas tant des maths comme l'utilisabilité, donc faire que ça devienne facile à utiliser par les game designers. Puis c'est plus à ce niveau-là que vous travaillez, j'imagine. Ben nous, on travaille sur au groupe technologique, souvent on travaille sur des produits qui vont durer sur très longtemps. Ouais. En fait, j'ai l'exemple d'un produit là qui est en train de se refaire là, qui a un potentiel de se faire refaire en partie en web. Du coup là, c'est que moi je vais intervenir, mais lui ça fait à peu près 10 ans qu'il tourne. Puis c'est énorme là. Il a été fait en .NET Remoting. Il marche encore là-dessus et il est là plus pour genre gérer tout ce qui est la traduction, tout ce qui est storyboarding, toutes ces choses-là, pouvoir faire puis c'est énorme ce que ça fait. Là, quand tu dis mon code source va vivre longtemps et 10 ans, ça demande de la maintenance, ça demande quelque chose qui soit. Mais le pipeline d'un jeu, le code en C++, lui, il y a un temps de vie aussi là. C'est sûr qu'à un moment donné, il est livré, on le déploie, mais quand on fait une nouvelle version, on recommence à zéro ou on fait... Non, ils recommencent pas à zéro, mais ils intègrent toujours toutes les nouveautés. Ils ont comme une base de code immense. Vraiment immense. Mm-hmm. Puis, à cause des nouveautés, souvent, ils se retrouvent à dire, bon, ben là, on fait un grand pas technologique et beaucoup du code qu'on avait, et puis... mais puis il y a certaines choses, il y a des nouvelles technologies qui font que, il y a toutes certaines parties du rendu qui sont dépendantes de ça. Du coup, tu peux pas être compatible avec les générations précédentes. C'est ça. Puis, dans votre cas, vous, de travailler en TypeScript, un des avantages qu'il y a, c'est qu'à quelque part, vous avez juste besoin d'avoir l'outil pour faire la conversion. Puis, un jour, peut-être que TypeScript va être natif, compris par les navigateurs, là. Ouais. J'ai des gros doutes. Google a essayé. Ouais. Ils ont abandonné. Mais bon, l'histoire, c'est qu'aussi, il y a tellement déjà de versions de JavaScript à gérer. Avoir en plus une version de TypeScript à gérer, c'est... Mm-hmm. Mais, en fait, nous, l'histoire, c'est que, la majorité des programmeurs qui ont le potentiel, en fait, de venir dans nos équipes sont des programmeurs qui sont des programmeurs C#. La majorité de tous les outils d'Ubisoft, la majorité des outils d'Ubisoft sont faits en C#. Okay. Donc, TypeScript, C#, c'est une moins grosse conversion. C'est une moins grosse punition, on va dire, parce que pour certains, ce serait une punition de se faire mettre à faire du JavaScript. Surtout de se mettre à programmer dans une vision très fonctionnelle, tandis que TypeScript vous donne encore un paradigme très orienté objet, qui est le paradigme que .NET mettait de l'avant, puis dans ce cas-là, vous sentez pas trop dépaysé, comme tu disais. C'est ça. Donc, puis c'est probablement le chemin normal. Donc, peut-être que dans 10 ou 15 ans d'ici, quand vous allez parler de votre groupe technologique, on va dire, chez nous, c'est du TypeScript. Puis historiquement, on a déjà fait du .NET ou du... On a des gens on a la version groupe technologique, mais online. Mm-hmm. Eux autres sont plus JavaScript pur, à ce que moi j'en sais. C'est comme une autre équipe encore, là. Ils sont plus sur le web, mais nous on est plus, en fait, à faire des tools internes, donc, c'est pour ça que les tools internes versus des portails publics, on n'a pas du tout les mêmes contraintes techniques. Mm-hmm. Nous, le bandwidth, il y en a. C'est pas un problème. Peut-être vous imposez même en disant, mais c'est tout le monde... peu un problème parce que c'est sûr qu'on a on a des gens qui travaillent en Chine, puis nos serveurs sont à Montréal. Mais, disons qu'on
on n'a pas quand même exactement les mêmes problèmes que... Pouvez-vous imposer aussi ça en disant, ben, regarde, nous, il y a pas 25 catégories Google de, Chrome. c'est Chrome, C'est puis ça. même c'est à partir de telle version, Chrome se met pas mal à jour, donc tout ça. Ouais. Donc non, c'est 100% Chrome. On a essayé en fait Edge, mais déjà il y a trop peu d'utilisateurs qui utilisent Edge. Il y en a un qui nous a demandé Firefox. Firefox, on avait des problèmes de perf au début, et Edge, c'était plus. On avait aussi quelques problèmes, mais on s'est pas mal concentré seulement sur Chrome. Puis ouais. tout le monde est pas mal Chrome chez nous. Puis les gens, ils sont desktop ou vous avez du monde qui vont être sur... est-ce que ça a du sens qu'ils soient sur un device Android pour utiliser votre application? Non, ça fait pas de sens. Il a été demandé, en fait, que oui, de pouvoir visualiser sur d'autres devices, mais jusqu'à maintenant, c'est resté comme, genre, Ça vraiment prend- un petit caprice de... Ça prend quand même, il faut croire, les téléphones maintenant ont beaucoup de processing power, Ouais. mais reste que... C'est ça. Quand il faut que l'application load 20 000 items au chargement, puis ça, c'est 20 000 items au travers de... on a une production qui nous a fait on a fait des optimisations, genre Ouais. pouvoir optimiser en fait le nombre d'items par layer, puis si plus le layer est gros, puis ça changeait rien au niveau des perfs. Sauf que là, il y a une production qui nous a tout séparé ça dans 2500 layers. Du coup, les perfs, on a perdu les optimisations qu'on avait fait. Ça, c'est la vie... Ah ouais. Non, ouais, Tout est en perpétuel changement. OK. Est-ce que tu as quelque chose que tu voudrais partager avec nos auditeurs concernant TypeScript? Y a-t-il une des choses que tu recommanderais? Si vous faites du TypeScript, oubliez pas telle chose. ça, j'en parle demain, la conférence. Ouais. J'ai comme ma petite liste de choses que je recommande, ouais. Donc, ça serait quoi l'affaire que tu recommanderais? Parce que les auditeurs vont entendre ton podcast juste dans quelques mois. Donc... Pour faire du TypeScript, de ne pas utiliser Visual Studio. Ah, OK. Donc, utilisez quoi, Visual Studio Code? Ouais, moi j'utilise VS Code, puis j'ai des collègues qui utilisent WebStorm, il y en a qui utilisent Atom. C'est ça. Mais sinon, pour les programmeurs JavaScript, j'aimerais bien avoir un jour un vrai argument comme TypeScript. Ouais. Ça, c'est toujours... jamais de vrais arguments, à part les arguments de ça va peut-être faire comme Silverlight, ça va peut-être... aujourd'hui, c'est TypeScript, hier, c'était CoffeeScript. Ouais, mais il y a quand même l'argument de dire, écoute, nous, à la compilation, on détecte certains problèmes que toi, tu vas détecter à l'exécution. C'est ça. Moi, comme j'en parle à la conférence, c'est la compilation, c'est quand tu fais du refactor, quand tu travailles à plusieurs, la collaboration. Tu collabores pas à 10-12 personnes, on est monté jusqu'à 12 personnes, tu travailles pas à 12 personnes sur du JavaScript sans avoir vraiment des gros problèmes à mener. Ou alors, faut vraiment que ce soit super modulaire, puis après, là, comment tu gères cette extrême modularité? Parce que, tu sais, quand il vient un moment, tu merges une change list de ton voisin, lui, qui s'est mis à faire un refactor sur quelque chose, tu compiles, ça marche. Parce que tandis qu'en TypeScript, tu compiles, là, tu vois un peu toutes les erreurs que tu vas avoir, toutes les signatures de méthodes qui ont changé, puis que toi, tu utilisais. Puis ça va être très facile pour toi de fixer ça de suite, puis tu vas pas passer une série de F5 à voir, j'ai ce problème-là ensuite. Avez-vous pensé aussi commencer à utiliser d'autres outillages que juste les langages des compilateurs, comme tout ce qui est monitoring? Je faisais une émission il y a pas longtemps sur Application Insight, qui est un outil qui fait du monitoring, puis qui va pouvoir te dire, regarde ton temps de chargement. Donc, ce genre d'outil-là, vous regardez ça. Chrome est pas mal outillé là-dessus, sur les temps de chargement. Niveau outils annexe, nous, de ce qu'on utilise, en fait, c'est plus au niveau mesure de qualité de code et toutes ces choses-là. On utilise SonarQube, qui nous donne un peu les statistiques que j'ai sorties tout à l'heure, le nombre de lignes de code, le nombre de savoir si la librairie est stable ou pas sur certains changements. On a énormément de unit tests, puis on utilise Teslint aussi pour ajouter une couche en fait aussi. Teslint est plus là pour nous simplifier nos reviews aussi, beaucoup de simplification des reviews. Puis là, tu disais que vous utilisez de plus en plus GitLab. Faites-vous beaucoup des
votre gestion de branche, faites en sorte que vous allez faire... Ouais, on a une gestion normalement qui est pas mal classique quand on utilise en open source. donc C'est-à-dire faites des qu'on a pull requests ou... on a un repository principal. Puis comme pour le framework, on a vraiment le repository du framework. On a commencé à faire des forks pour chaque produit qu'il va utiliser, pour qu'il puisse avoir une version stable du framework. Ensuite, chacun qui modifie le framework, lui, va forker en fait le framework de son côté, travailler dans son fork de son côté. Ouais. Puis il va faire des pull requests, des merge requests. Puis c'est quoi? Est-ce que c'est toi qui as le privilège de ramasser les pull requests? C'est moi qui décide qu'est-ce qui rentre dans la... sur le framework, oui. Ouais. Mais en fait, on essaye d'enlever des couches, là, parce que j'ai un peu trop de mandats en ce moment. OK. Du coup, il y a comme des gens qui viennent, on a plusieurs cycles de validation, où on a des gens, en fait, on essaye de valider, on essaye de valider le plus en amont possible, de valider la feature avant qu'elle se développe, puis de se dire, c'était dans le champ. Mais, j'ai des collègues qui sont là aussi pour m'aider à pré-valider, puis à me dire, vas-y, tu peux regarder, ou alors, ça sert à rien que tu regardes. Ouais. Mais c'est sûr que, j'ai un œil pas mal sur toutes ces choses-là. Il faut qu'on garde un œil, en fait, qu'il y ait une vue d'ensemble sur tout ça. Et actuellement, c'est moi qui l'ai. J'espère que dans mes collègues proches qui m'aident à faire ça, dans les années futures, ils vont être les honneurs aussi de ce projet. Donc, c'est quand même intéressant parce que, essentiellement, toi, t'es dans le métier de faire des outils pour aider au développement. Mais dans ce cas-là, c'est pas les développeurs qui utilisent ces outils, c'est plus les artistes, ou en tout cas ceux qui font le design. Mais ça reste que c'est quand même quelque chose qui sert comme intrant pour faire le produit. Donc, puis j'imagine que c'est de plus en plus une réalité pour beaucoup de développeurs, c'est qu'on travaille pas sur le produit final, on travaille sur quelque chose d'intermédiaire, mais qui est fondamental. Si c'est pas là, on n'arrivera jamais à faire le produit final. Donc, fort intéressant. Je te remercie, Sébastien. Puis, nous, on va te souhaiter une bonne présentation demain à DevTeach. Je sens que t'es un peu fébrile, mais ça va aller bien. C'est mon anglais. Ah oui, ça, c'est toujours ce qui est perdu. À faire une présentation dans une seconde langue, là, c'est pas toujours facile, mais ça va aller bien, tu vas voir. Puis, nous, on va souhaiter bonne programmation à nos auditeurs, puis on les revoit le mois prochain. Merci. Merci.